D'ailleurs, Emmanuel Macron dit espérer, hein, je cite le président, la libération pleine et entière de Cécile Kohler et Jacques Paris. Ça veut dire que vraiment les négociations se poursuivent. On n'en est qu'au début, hein, Gérard Vespierre. Non. On n'est pas qu'au début ? Non. Okay. Elles ont commencé effectivement depuis l'arrestation de Méliès Ferrandi, c'est-à-dire au mois de février. Et puis, regardons l'histoire, n'est-ce pas ? Il y a déjà eu de tels processus en France. Il y a quelques années, en échange d'un prisonnier iranien qui était détenu dans le sud de la France, à la demande des États-Unis pour des questions de vente de technologies électroniques. Et il y a eu un échange de libération aussi avec des détenus français, des otages français. Et ce n'est pas un modèle français. Vous avez la même chose en Belgique. Vous avez eu la même chose en Belgique. Vous avez eu la même chose en Suède. Bon. Donc il s'agit effectivement, face à un État, appelons les choses comme elles doivent l'être, face à un État voyou qui a fait donc un amalgame total entre la justice et la politique. Il n'y a pas de séparation du système judiciaire du système politique. Le judiciaire est à la merci et dans la main et a pour mission d'appliquer les objectifs politiques du politique iranien. Donc c'est la répression, qu'elle soit intérieure au niveau de 3 à 4 pendaisons par jour, ou de la pression sur les États européens ou autres avec des arrestations d'otages. Vous avez le même système paranoïaque. L'Iran a peur depuis des années de la chute de son régime et donc elle applique cette répression globale. La géopolitique, effectivement, il faut en parler puisque ça a toute son importance dans ces affaires. Ces arrestations, elles sont tout aussi politiques que judiciaires, comme on vient de le préciser. Et dans un contexte... Elles sont d'abord politiques. Tendu. Elles sont d'abord et surtout. Et surtout, uniquement. Essentiellement. Face à un État voyou. Je pense qu'on a effectivement les commentaires de notre ami Bruyère sont là pour dire effectivement l'État français ne fait pas effectivement tout ce qu'il devrait faire, mais l'État iranien, on en parle très très peu. On accuse très très peu cet État de se comporter comme il se comporte, n'est-ce pas ? C'est absolument inacceptable. Il faut être un peu en colère, et je le suis un peu ce matin, parce que ça relève, on ne met pas suffisamment en avant, dans l'ensemble du monde médiatique, les responsabilités de ces équipes au pouvoir à Téhéran depuis une quarantaine d'années. C'est inacceptable. Alors on précise à chaque fois que ces arrestations, elles sont arbitraires, et c'est ce qui fait aussi qu'on s'est fait l'écho. C'est au service de... On s'est fait l'écho à chaque fois de ces journées de détention bien trop nombreuses pour Cécile Kohler et Jacques Paris. C'est ce pourquoi d'ailleurs on traite de cette libération aujourd'hui, même si on n'en est qu'à la première étape, évidemment. Donc je voulais revenir aussi avec vous, Gérard Vespierre, sur les relations entre la France et l'Iran en ce moment, alors qu'on sait que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont décidé de rétablir les sanctions envers l'Iran contre son programme nucléaire iranien, en l'occurrence. Est-ce que ça peut jouer dans ce contexte ? Je ne crois pas, parce que bon, là, c'est une démarche, je dirais, internationale. Regardez ce qui s'est passé entre l'Iran et Israël, qui a bombardé donc une partie des installations militaires iraniennes. Ensuite, c'est les États-Unis qui ont bombardé les installations nucléaires iraniennes. Les 3 États que vous venez de citer, donc en plus de la France, l'Angleterre et l'Allemagne, qui ont donc déposé des sanctions, recours aux sanctions. Donc, dans le cadre du JCPOA, de l'accord sur le nucléaire. Donc, il y a vraiment un mécanisme mondial destiné à continuer d'affaiblir l'Iran pour que ce régime, de l'intérieur, il ne pourra pas, à mon humble avis, tomber que s'il y a effectivement une révolte ou une révolution à l'intérieur du pays. Mais c'est un dispositif global. Donc, ce qui se passe actuellement entre la France et l'Iran sur le sort de quelques otages n'est que le reflet d'une situation globale, c'est-à-dire un affrontement. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il y a un affrontement en vue de l'évolution de ce régime. Djillali Benchaban. Oui, je me permettrais juste de préciser, si effectivement on est dans un mécanisme global, il ne faut pas oublier que lorsqu'on agit sur cette dimension humaine, otage, il y a cette idée de rétablissement d'un canal de communication. Il y a toujours eu. Tout à fait, oui, il y a toujours eu. Mais les ambassades sont toujours ouvertes. Bien sûr, elles sont ouvertes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces séquences sont jamais anodines. Parce que ces États, qu'il s'agisse de la Chine, de l'Iran, de la Russie ou d'États forts autoritaires, sont sur des projections du temps long. On n'est pas sur des gestes uniquement symboliques.
lorsqu'on essaye d'avancer, c'est parce que derrière, il y a aussi un schéma, il y a aussi cette idée peut-être de pouvoir établir un canal qui pourra permettre après d'avancer sur d'autres sujets. C'est la libération d'une Iranienne, n'est-ce pas? Ce n'est pas des belles paroles. C'est peut-être qu'il y a le schéma, mais quel schéma? Quel schéma? Le schéma, c'est de rester au pouvoir le plus longtemps possible de la part de l'Iran. C'est ça le schéma. Il n'y en a pas d'autre. Donc ce n'est pas des concessions vis-à-vis du monde occidental, c'est des pressions pour maintenir en Iran le pouvoir des ayatollahs.